Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de Philosophie Storia. Je rappelle que cette chaîne traite d'histoire de la philosophie et que nous y passons en revue et linéairement l'histoire de la pensée occidentale de la période hellénique au XXe siècle de Thalès à Sartre. La semaine dernière, nous avons étudié les soubresauts de la pensée occidentale de Thalès à Héraclite l'Obscur, et je vous propose cette semaine de terminer notre série sur les présocratiques en nous attaquant, gentiment bien sûr, à Xénophane de Colophon ainsi qu'à ses successeurs, jusqu'à Socrate. Par ailleurs, Socrate fera l'objet du prochain épisode. J'ai reçu sur l'épisode précédent quelques commentaires me demandant d'être beaucoup plus clair dans mes explications. C'est donc ce que je me suis efforcé de faire pour cet épisode-ci. Cependant, il faut savoir que les présocratiques sont peut-être les philosophes les plus complexes à comprendre de toute l'histoire de la philosophie, car, justement, certains n'utilisaient pas la raison pure pour énoncer leur doctrine. Ces philosophes sont des esprits d'un temps ancien, d'un contexte particulier. J'espère en tout cas que celui-ci sera plus accessible. Nous en étions donc à l'héraclitéisme, la pensée d'Héraclite. Et commençons tout de suite avec Xénophane de Colophon et l'école des Éléates. Xénophane de Colophon, existant de 570 à 476, dut s'expatrier à la suite des conquêtes perses de l'Ionie. Ce dernier se réfugia à Élée, en Italie. Il garda la physique des Milésiens, expliquant les astres et le soleil comme étant le fruit d'émanations venues de l'évaporation de la mer. Mais il n'a pas les mêmes tendances scientifiques que ses prédécesseurs. Lui, il se moque de savoir si le monde est plat, rond ou carré, mais admet que le soleil continue sa course en ligne droite et que ce dernier est remplacé par un nouveau soleil chaque jour. Il admet également que la Terre s'étend infiniment sous nos pieds. Mais en réalité, ses préoccupations sont d'un tout autre ordre. En effet, il est l'un des premiers philosophes à refuser catégoriquement les images traditionnelles des mythes. J'ai bien dit catégoriquement. Il prône une suprématie de la raison humaine. Les dieux d'Homère et d'Hésiode, qui ont une forme humaine, ne sont pour lui que des inventions humaines. Il admet cependant une théorie très actuelle. Dieu ne serait qu'un. C'est un petit peu le début du monothéisme, mais il marque ainsi la fin du polythéisme. Ce Dieu serait immobile et gouvernerait toutes les choses de la nature par la puissante intelligence de sa pensée. Mais faisons entrer Parménide l'Éléate dans notre histoire, car il est le premier à écrire une œuvre philosophique en vers intitulée « De la nature ». Il aurait vécu de 540 à 470. Je vous propose de rester particulièrement attentif à ce passage, car nous allons aborder des notions quelque peu complexes, une complexité qui se marie bien avec le personnage de Parménide. Parménide est un ancien pythagoricien. Ce dernier, passé chez les Éléates, nous offre au sein de son œuvre une sorte d'initiation religieuse et quelques récits probablement imités de quelques livres des morts orphiques. Ce sont là des alluvions de son héritage pythagoricien. Sa physique, d'ailleurs, n'en est pas très éloignée. Cependant, Parménide est le premier à enseigner la sphéricité de la Terre. Il est également le premier philosophe à inventer une méthode de pensée rationnelle et critique des choses. Il s'émancipe ainsi largement de la pensée ionienne, encore beaucoup trop empêtrée dans les mythologies, et c'est lui qui donne le point de départ de la pensée dialectique philosophique en Grèce, même si Aristote l'attribuera plus tard à Zénon. Sa célèbre et fameuse phrase à propos du réel, je cite, « L'être est, et le non-être n'est pas », fin de la citation, signifie que l'on ne peut dire ni connaître ce qui n'est pas, ce qui nous paraît a priori logique, mais ne l'était pas nécessairement au temps de Parménide. Cette citation, par ailleurs, restera fameuse jusque dans la pensée philosophique moderne. Mais expliquons davantage cette citation. Exprimer ce qui n'est pas est ce que font les Ioniens en admettant une substance primordiale qui, tout à la fois, est et n'est pas ce qui en dérive. De ce qui n'est pas ne peut venir ce qui est. De fait, quelle cause autre que l'être pourrait avoir donné naissance à l'être lui-même? Nous pouvons donc dire que rien ne peut sortir de ce qui n'est pas, que l'être est donc un tout,
seul de son espèce, immobile et éternel, qu'il n'y a en lui ni présent ni futur, puisqu'il est tout entier, c'est une sorte de fatalisme, que l'être est un et continu, car il est partout semblable à lui-même, et ses parties ne pourraient être séparées que par le non-être. L'être n'est pas infini, même s'il est de nature divine, bien que distinct de tous les dieux et de tous les êtres que l'on nomme, car aucun nom ne saurait lui être donné. Aucun nom ne saurait être donné à ce qui n'est pas, en effet. Il n'y a que ce qui est qui puisse être pensé. Nous ne pouvons penser le non-être. Aussi il s'oppose à ses prédécesseurs par cette simple doctrine. Par exemple, le chaos et le néant ne sont pas, car on ne peut les penser rationnellement. Voilà, et même si tout cela est pure logique, j'ai envie de dire, sacré Parménide. Je vous invite à revenir en arrière pour mieux comprendre et appréhender ces concepts. Parménide s'oppose également radicalement à la pensée d'Héraclite dans l'idée du mouvement. Rappelez-vous que dans l'épisode précédent, nous parlions de l'impermanence du fleuve, ce fleuve qui s'écoule continuellement, qui selon nos sens est toujours en mouvement. Mais pour Parménide, tout est immobile et immuable. Le mouvement est une illusion. Il n'y a ni naissance ni corruption. Le passé et les futurs sont inaltérables. Il critique également la doctrine de l'infini des Ioniens, qu'il dit absurde, puisque à l'infini, tout manque pour être pleinement. L'infini est donc un non-être, et rappelons-le, le non-être n'est pas. La discordance entre cette théorie et la réalité qui voit les choses se mouvoir fait de Parménide un penseur à part. En effet, pour lui, les sens, c'est-à-dire par exemple le sens de notre vue, qui voit les choses se mouvoir, comme le fleuve, ces sens-là nous trompent. Nos sens sont sous l'emprise de l'apparence. L'expérience empirique, c'est-à-dire faire l'expérience de quelque chose, doit être séparée de la rationalité de la pensée. Parménide est donc un rationaliste chevronné. Cependant, Parménide accorde de l'importance à la doxa, c'est-à-dire à l'opinion, car l'opinion se fie au changement, au sens. De fait, l'opinion est utile pour vivre le quotidien, en quel cas un tel scepticisme serait dangereux. Parménide vit cependant dans la réalité du monde. Autrement dit, la vie pratique ne peut se passer de la doxa, car nous ne pourrions vivre dans un monde où tout le monde aurait une pensée ultra-rationnelle. Mais reprenons la théorie de la sphère de Parménide, c'est-à-dire la Terre. Il l'imagine ronde, et c'est là un vestige de son ancien pythagorisme. Rappelons que les pythagoriciens voyaient des formes géométriques dans toutes les choses. Cependant, il imagine la Terre comme étant immobile. Il ne s'écarte pas, lui non plus, d'une pensée quelque peu mythique et hésiodique de certaines choses, héritage une fois de plus des sectes pythagoriciennes, car en effet, chez Parménide, le ciel est chez lui le lieu de passage des âmes, où siège la nécessité, avec un N majuscule, ou ananké en grec. Et en termes de physique, le ciel est pour lui fait de couronnes concentriques au centre desquelles se trouve la Terre. Ce qui n'est pas sans rappeler les anneaux d'Anaximandre, que nous avons vus dans l'épisode précédent. Les couronnes intermédiaires sont mélangées d'obscurité et de lumière, et les astres en sont les parties lumineuses. Bref, avec Parménide, nous voyons se dessiner deux courants opposés dans la pensée grecque. D'une part le positivisme ionien, intuitif et expérimental, ignorant la mathématique physique, ennemi déclaré des mythes, des traditions religieuses et des nouveaux cultes d'initiation, et d'autre part le rationalisme de Pythagore, cherchant à construire le réel par la pensée, tendant vers la dialectique, et peu sympathique à l'expérience directe. Passons maintenant à Zénon d'Élée, disciple de Parménide. Il aurait existé entre 490 et 430. Il gardera de son maître son grand esprit critique et rationaliste. Aristote fera de lui l'inventeur de la dialectique, c'est-à-dire d'un mode de raisonnement permettant la réfutation des principes énoncés par son interlocuteur, un peu comme le fit Socrate avec sa maïeutique. Zénon partait également du principe que l'un, avec un U majuscule, est immobile, et il n'entendait rien à la cosmologie ionienne. Il admettait également, comme Parménide, que la Terre est une sphère.
Mais Zénon est réputé pour avoir formulé plusieurs paradoxes permettant de soutenir l'immobile de Parménide, c'est-à-dire l'idée qu'il n'y a rien qui se meut, que tout est immobile. Voici un exemple de paradoxe. Attention, accrochez-vous, car il s'agit d'un paradoxe assez mathématique. C'est l'argument de la flèche. Admettons que vous tiriez une flèche vers une cible. Avant d'atteindre sa cible, la flèche devra parcourir la moitié de la distance qui la sépare de la cible. Jusque-là, rien de bien compliqué. Mais avant de l'atteindre, elle devra encore parcourir la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié de la moitié, puis la moitié de la moitié de la moitié de la moitié, etc., etc. De fait, il est impossible que la flèche atteigne sa cible, puisqu'il lui restera toujours une infinité de moitiés à parcourir. Aussi, c'est ainsi que Zénon admet que tout mouvement devient impossible. C'est un peu comme si chaque instant, pour cette flèche, était figé dans chaque moment. Mais rassurez-vous, les mathématiques ont aujourd'hui prouvé que le mouvement existe bel et bien. Zénon et Parménide se sont donc trompés. Je vous invite cependant à découvrir les paradoxes de Zénon par vous-même si le cœur vous en dit. Le plus connu étant celui d'Achille et de la tortue. Malgré l'attitude hostile de Parménide sur la spéculation physique, cette dernière reprend avec vigueur au milieu du 5e siècle avec Empédocle d'Agrigente, né vers 494 et mort après 444, et avec Anaxagore de Clazomène, existant de 500 à 428 avant notre ère. Je vous l'accorde, cela fait beaucoup d'Anax quelque chose, et il est bien difficile de s'y retrouver. Tous deux sont de jeunes pythagoriciens. Mais c'est aussi l'époque, à la fin du siècle, de Démocrite d'Abdère, dont j'avoue qu'il est mon préféré de tous les présocratiques, et vous allez comprendre pourquoi un peu plus tard. Un trait entièrement nouveau est commun à toutes ces nouvelles doctrines. Il n'y a pas de transformation, de naissance véritable, car rien ne vient de rien. Il y a seulement des combinaisons diverses d'un nombre immense de très petits corpuscules, dont chacun est immuable, et doué de propriétés tout à fait permanentes. Ce sont là les prémices du formidable atomisme. Nous y reviendrons plus tard. Empédocle d'Agrigente, dans un poème, énonce la doctrine des 4 éléments, la racine des choses, qui sont le feu, l'air, l'eau et la terre. Ces éléments sont au monde comme les couleurs dont se sert le peintre ou comme les ingrédients pour faire une pâte. Pour Empédocle, tout vient de leur réunion et de leur séparation, de leurs divers dosages, et nul d'entre eux n'est premier. Selon lui, tout changement a lieu selon 2 principes. L'amitié et la haine. Ce sont 2 puissances actives. L'amitié et la haine acquièrent alternativement la prépondérance l'une sur l'autre. L'un chasse l'autre et l'autre chasse l'un. C'est un mouvement cyclique qui réunit ou disloque. Le monde va donc du mélange à la dispersion et inversement. Selon Empédocle, nous vivons dans un monde où la haine progresse. En effet, l'amour absolu forme une unité homogène et la haine sépare. Et lorsque les 2 forces sont en conflit, c'est là la naissance des choses concrètes. Par exemple, pour lui, l'homme, un jour, fut androgyne, c'est-à-dire homme et femme en même temps. Et c'est l'effet de la haine qui l'a séparé en 2, créant ainsi l'homme et la femme. Concernant l'astronomie, Empédocle sait que la Lune est éclairée par le Soleil. Il connaît la véritable cause des éclipses, et la nature de la nuit n'est pour lui que l'ombre de la Terre, et le reflet du Soleil serait un reflet de l'hémisphère igné, c'est-à-dire en flamme, du ciel. Empédocle émet également des théories sur la physiologie. Par exemple, il dit que la vision est produite par la rencontre entre l'effluve qui vient de la lumière extérieure et le rayon igné, c'est-à-dire le rayon en feu, qui émane du feu contenu dans l'œil. Il y aurait donc du feu dans l'œil, oui, en effet. Empédocle n'est pas seulement physicien. Il est comme un prophète inspiré qui, couronné de bandelettes, sait guérir et enseigne l'origine et la destinée de l'âme. Il est de la lignée orphique et pythagoricienne. Il croit à la transmigration des âmes en des corps d'animaux et s'abstient de manger de la chair. Pour lui, l'âme est un démon et la suite de ses vies mortelles seront tout autant d'expiations pour une durée de 30 000 ans. Passons maintenant à Anaxagore de Clazomène.
existant de 500 à 428, avec lui nous quittons la Grande Grèce, avec ses prophètes et ses initiés, pour revenir à l'inspiration positive des Ioniens. Il vit dans la florissante Athènes, post-guerre médique, à l'âge de 20 ans, et y séjournera 30 ans. Il fut l'ami du très célèbre homme d'État Périclès, qui institua la constitution démocratique à Athènes. Les Athéniens n'aimaient pas trop les Ioniens, en tant qu'ils réfutaient la divinité des choses célestes. Il fut accusé d'impiété et chassé d'Athènes car, par exemple, il ne voyait pas de divinité dans le soleil. Anaxagore reste attaché au principe qu'il n'y a ni génération ni corruption. Rien ne naît ou n'est détruit, mais il y a mélange et séparation des choses qui sont, nous dit-il. Cela ne vous rappelle-t-il rien? L'on pense bien sûr à la célèbre formule de Lavoisier. Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Anaxagore souhaite expliquer le changement, ou comment une chose en devient une autre. Contrairement à Empédocle, qui expliquait les choses par la combinaison de dosages, Anaxagore pense au contraire que, par exemple, les os et la chair sont comme telles. Elles sont des qualités indécomposables. La matière est subsistante, mais ce qui la forme, c'est le nous, c'est-à-dire une intelligence avec un I majuscule, une sorte de Dieu omniprésent et omnipotent, moteur premier du monde. C'est un Dieu unique et infini qui forme cette matière. Il admettait également l'infini de l'espace, ainsi que l'infinité des mondes, et pourquoi pas des univers. Pour lui, il y a différents atomes de différentes qualités. Pour Anaxagore, la masse est informe et chaotique, et le nous, ou Dieu, vient informer la matière pour lui donner une forme. Cette substance informée est très subtile et est intemporelle. Il admettait que dans tout le vivant, même dans les plantes, existe un fragment de l'intelligence universelle, c'est-à-dire de l'intelligence du nous, de Dieu. Toujours au 5e siècle avant notre ère, l'esprit ionien reprenait pourtant une vigueur singulière. Leucippe de Milet, qui reçut à Élée l'enseignement de Zénon, fut l'initiateur du mouvement que continua Démocrite d'Abdère. Avec Démocrite se développe une physique encyclopédique avec de vastes observations zoologiques et botaniques. Il s'intéressait également à la médecine, aux mathématiques, à la musique et à tout un tas d'autres choses. La cosmogonie de Démocrite, né en 460 et mort vers 370, 40 ans après Socrate, est fidèle au schème milésien. Une masse infinie où sera puisée la matière de mondes innombrables qui se produit successivement ou simultanément. Pour qu'un monde se forme, il suffit qu'un fragment se détache de cette masse et qu'il soit animé d'un mouvement tourbillonnaire. Et tout comme Anaximandre, il donne à la Terre la forme d'un tambourin ou d'un disque. Toutefois, et pas des moindres, il introduit une nouveauté considérable. C'est la doctrine des atomes. C'est l'atomisme. La physique démocritéenne est la première physique corpusculaire bien nette. Tout est fait d'une infinité de petits corpuscules insécables, indivisibles. Par ailleurs, atome, en grec, signifie insécable. C'est de là que vient notre mot actuel atome. Je ne sais pas vous, mais je trouve cette idée tout à fait géniale compte tenu du peu de moyens qu'ils avaient pour le découvrir. Ces atomes sont donc invisibles à cause de leur petitesse, mais complètement pleins, ayant la même forme mais formant des choses différentes à qui ils donnent le nom d'idées. L'idée est la forme. Par exemple, l'idée d'un livre, l'idée d'une table, etc. C'est l'idée qui forme les choses dans la matière faite d'atomes. Donc la table est faite d'atomes, toutes les choses sont faites d'atomes. C'est une chose que plus tard Platon reprendra. Mais attention, Démocrite croit au vide, et pour lui le vide n'est pas fait d'atomes. Les atomes n'ont pas de poids. C'est Épicure qui leur en donnera un. Pour la première fois dans une cosmologie grecque, nul appel n'est fait à des puissances qualitatives telles que le froid ou le chaud, l'amitié ou la haine, nul appel à des causes motrices extérieures. Il n'y a qu'une mécanique corpusculaire, comme un petit peu dans notre physique actuelle, où jouent seules un rôle les propriétés de figure, d'impénétrabilité, de mouvement, de position. La vraie réalité appartient à l'atome et au vide.
Aussi, en même temps qu'une physique mécaniste, celle des atomes naît tout naturellement le scepticisme à l'égard des sens, car nous ne voyons pas les atomes. Et ce scepticisme à l'égard des sens, c'est Parménide qui le fit également, mais avec beaucoup plus de certitude aujourd'hui. La connaissance légitime vient de la raison, nous dit Démocrite. Nous allons maintenant parler des sophistes. Ce sera là notre dernier point. Dans l'antique Athènes du 5e siècle avant notre ère, les comédiens raillent les nouvelles idées ioniennes en place publique, ces premiers étant attachés aux anciennes traditions. C'est également le siècle des sophistes. La sophistique désigne par ailleurs à la fois le mouvement de pensée issu des sophistes de l'époque de Socrate, mais aussi le développement de la réflexion et de l'enseignement rhétorique. C'est une manière d'enseigner. Les sophistes sont des professeurs allant de ville en ville pour chercher un auditoire qui, pour un prix convenu, apprennent à leurs élèves les méthodes pour faire triompher une thèse, que cette thèse soit vraie ou fausse par ailleurs. Ce sont des maîtres en rhétorique. C'est la recherche du succès et non de la vérité qu'ils enseignent. C'est un art de convaincre, de persuader et de séduire. Platon nous montre, par contraste, Socrate se dérobant à ses concours dans son livre Protagoras, ainsi que dans le Gorgias. Le peuple prend tâche de définir le philosophe par rapport à l'orateur, au politique, aux sophistes, c'est-à-dire à tous ceux qui s'adressent à un public. Dans ces conditions, les principales valeurs intellectuelles sont l'érudition et la virtuosité dans le langage. Les sophistes ne sont pas des philosophes, ce sont des techniciens vantards. Parmi les plus grands sophistes, l'on peut citer Protagoras d'Abdère, qui florissait vers 440, Gorgias de Léoncium, centenaire vers 380, Prodicus de Céos et Hippias d'Élis. Ceux qui s'intéressent vaillamment à la philosophie connaissent tous le début du traité de Protagoras qui dit ceci. Protagoras, je le rappelle, est un sophiste. Il dit, je cite, « L'homme est la mesure de toute chose ». C'est-à-dire que l'homme doit s'occuper essentiellement des choses humaines, et non de physique ou de l'existence de quelque dieu. Également, le sophiste est toujours prêt à défendre les arts, comme Hippias, par exemple, se vantant chez Platon d'être, grâce à eux, indépendant, puisqu'il sait même fabriquer les habits qu'il porte. Mais c'est dans la politique que les sophistes affirmaient surtout le pouvoir de l'autonomie de l'homme. La loi est une invention humaine, et, en une certaine mesure, artificielle et arbitraire. La loi s'oppose donc, comme œuvre artificielle, à la nature. Cependant, ce mouvement d'idées, dont on sent toute l'importance, a eu une assez triste issue. Il aboutit au début du IVe siècle au cynisme politique des aristocrates athéniens. Les sophistes œuvrent, peut-être malgré eux, à la dépravation du politique, qui ne pense désormais qu'à satisfaire ses appétits grâce à l'enseignement sophistique qui leur a été donné. C'est la virtuosité qui donne de l'importance au bien-dire, au double discours, et non à la vérité. Des sophistes existent encore aujourd'hui, à notre époque moderne, mais je ne citerai aucun nom. D'ailleurs, vous en connaissez sûrement vous-même. Mais malgré la présence des sophistes, rien de positif n'est perdu. Naturalisme ionien, rationalisme de la Grande Grèce, esprit religieux d'Empédocle et des pythagoriciens, tous ceux-ci seront unis chez le philosophe le plus fameux de toute l'histoire de la philosophie, j'ai nommé Platon. Nous arrivons donc enfin à Socrate et à Platon. Voilà, c'est la fin de ce deuxième épisode sur les présocratiques. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour évoquer Socrate et une partie de la longue histoire de Platon. Avant de vous quitter, j'aimerais cependant vous donner un conseil de lecture. Il s'agit du livre Les écoles présocratiques aux éditions Folio Essai. Vous y trouverez absolument tous les fragments que nous avons retrouvés des présocratiques ainsi que de nombreux témoignages de ceux qui les ont fréquentés. Ce livre est tout à fait fameux, riche et passionnant. C'est tout pour moi. Merci et à la semaine prochaine.